j'ai chez moi une bonne douzaine de rapports, Lambert, Warsmann, compagnie, qui préparent cette réforme, qui annoncent un certain nombre d'idées, énoncent un certain nombre d'idées. Vous connaissez les deux principaux, je ne vais que les citer. Il faudrait aussi y revenir pour comprendre au fond quelles sont les idées qui mijotent depuis plusieurs années. C'est le rapport Attali, 40 propositions pour moderniser la gestion de la France et faire des économies. C'est le rapport Attali qui, le premier, franchement et sans aucune précaution, annonce qu'il faut supprimer les départements comme étant une structure archaïque, ringarde, inutile et coûteuse, gérée par un personnel de faible qualité. Bon, très gentil, merci pour les conseillers généraux. Et surtout, le rapport de la commission Balladur. Attali, c'est février 2008, Balladur, c'est mars 2009. Lequel rapport Balladur prône aussi la disparition, mais progressive, des départements, et toute une série de mesures dont certaines se retrouvent dans la loi, d'autres pas. Le législateur a piqué dans le rapport Balladur un certain nombre d'idées, mais pas toutes. Il serait intéressant, si j'avais le temps, de distinguer les idées qui ont été retenues de celles qui n'ont pas été retenues, car ça montre bien des quantités de clivages, y compris idéologiques, par rapport à la réforme. Il faut dire que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une réforme. Contrairement au débat un peu politicien de certains moments du Parlement, la gauche n'a jamais dit on veut maintenir le statu quo. Personne à gauche n'a jamais dit ça. Les socialistes qui s'estiment être les pères de la décentralisation, les lois de 82-83, disent nous sommes d'accord, beaucoup d'années ont passé pour revoir notre travail, ce qui marche pas, et il y a des choses qui ne marchent pas, il faut donc une réforme. Ils n'ont pas tout à fait dit suffisamment de choses pour qu'on sache ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été au pouvoir, mais enfin il y a des amorces. Donc 4 idées. Première idée, la simplification. Idée qui a fait son chemin dans les médias autour de l'image du millefeuille. L'architecture de nos institutions locales, c'est un millefeuille, avec beaucoup de feuilles, et sur chaque feuille, beaucoup de structures. L'objectif étant donc moins de feuilles, et sur chaque feuille, moins de structures. Moins il y aura de structures, mieux ça vaut. Moins il y aura de structures, moins il y aura d'élus, avec des indemnités à leur payer. Moins il y aura de fonctionnaires, plus ce sera simple, et moins ça coûtera cher. On ne peut plus net ça. Alors je prends les feuilles. Première feuille, les communes. Exception française que vous connaissez, 36 700 et quelques communes, dont 22 000 de moins de 500 habitants, c'est intolérable. On ne peut pas gérer un pays de façon moderne avec 36 740 structures de base, dont 22 000 n'ont qu'une existence fictive, pas de moyens, pas de personnel, etc. Bon. Donc il faut reprendre la politique de diminution du nombre des communes. Le président de la République a dit qu'il souhaitait faire diminuer le nombre de communes d'un tiers. Il avait à un moment donné le chiffre de 22 000 comme étant déjà exagéré. Vous voyez, il passait de 36 000 à 22 000, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, pour cela, la loi prévoit une procédure sur laquelle je ne détaille pas, qui s'appelle commune nouvelle. On invite les communes à fusionner volontairement, mais les sous-préfets sont chargés de faire le tour des chaumières avec une grande force de conviction pour convaincre les maires des petites communes des vertus de la fusion. Bon. Sans aucun cadeau dans la corbeille de noces des mariés. Il y en avait eu en 1971 avec la loi Marcellin, qui était déjà une tentative de fusion, qui a totalement échoué. Là, il n'y a même pas de cadeau, ça sera la force de conviction des sous-préfets.
on indique assez clairement que le déroulement de la carrière du sous-préfet dépendra du nombre de fusions obtenues dans l'arrondissement. Bon, c'est un puissant levier auprès des hauts fonctionnaires. Des études sont menées, en particulier par Mairie Conseil, que vous connaissez, l'échelon de conseil de la Caisse des dépôts et conciliations, qui montre qu'il y aurait comme un petit frémissement. Il commence à étudier quelques zones, 7 ou 8, où les maires se sont rencontrés pour se dire est-ce qu'on fusionne, est-ce qu'on ne fusionne pas. La cible, elle est nette. C'est les petites communautés de communes, à l'échelle souvent cantonale, 7-8 communes, 1200, 1300, 2000 habitants, qui travaillent depuis longtemps ensemble, qui ont mis sur pied des services, des projets, et qui, les élus se rendent compte que travailler avec d'autres, l'intercommunalité, ce n'est pas l'horreur. Le gouvernement compte aussi beaucoup sur l'effondrement de l'esprit de clocher qui caractérisait notre pays gaulois. Vous en jugerez vous-même, vous connaissez aussi la France profonde. Est-ce que l'esprit de clocher est vraiment disparu? Est-ce que les maires sont prêts? Je dis, moi j'ai rencontré, mais je fais beaucoup de tournées, en particulier dans PACA, j'ai rencontré des maires de petits villages, âgée, fatiguée, une femme mère d'un village de 60 ou 80 habitants, je ne sais plus, et bien on n'avait plus rien, il n'y a plus de curé bien sûr, mais il n'y a plus non plus de... Même la buvette, elle a fermé, la mercerie buvette, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, il n'y a pas de faculté contributive, et un conseil municipal, c'est la gérontocratie, on s'y est collé parce que personne ne voulait y aller, alors après tout, fusionner, c'est peut-être un petit peu survivre à travers une structure plus grande, mais on ne fera pas notre richesse en faisant fusionner un petit comme une pauvre. Bon. Donc il y a quand même un petit frémissement, on n'obtiendra pas le chiffre que j'indiquais tout à l'heure, mais il y a là un premier dossier pour le rural profond à examiner de près, que je laisse à votre méditation. Deuxième étage, ce sont les syndicats intercommunaux. Les plus vieilles structures de coopération intercommunale, puisque les CIVU datent de la fin du 19e siècle, les CIVOM sont beaucoup plus récents, 59. C'est un mode de gestion traditionnel. Pas seulement de l'espace rural, surtout de l'espace rural, il y en a aussi dans l'urbain, que de s'associer avec des communes à géométrie variable pour des services techniques. Beaucoup de mairies sont membres de plusieurs syndicats. On fait l'adduction d'eau avec une série de communes, on fait l'assainissement avec d'autres, on fait le ramassage et le traitement des ordures ménagères avec un troisième paquet, le ramassage scolaire en fonction des regroupements scolaires, et la même commune peut être comme ça, membre de 3, 4, on a trouvé jusqu'à 9. C'est aussi un moyen, par exemple, de gérer une base nautique, une base de loisirs, à cheval sur le périmètre de plusieurs communes. On crée un syndicat mixte, on crée un CIVOM, et on gère le gros équipement en intercommunalité technique. C'est très répandu, c'est très habituel. Le gouvernement, et le président de la République, je veux dire d'abord, et le gouvernement n'en veulent plus. C'est un mauvais mode de gestion. C'est un mode de gestion complexe. C'est un mode de gestion difficile à cartographier, qui crée des quantités de périmètres, séquents, tangents, séparés. Bon, il faut donc supprimer le maximum de syndicats. On a dit la moitié, on a dit les 2/3. En regardant les schémas que proposent les préfets, on s'aperçoit en effet que dans la plupart des départements, c'est une diminution d'au moins la moitié des syndicats par l'adoption d'une mesure simple. Chaque fois que le périmètre d'un syndicat est inclus dans le périmètre d'une communauté, le préfet arrête la fusion, la suppression, la dissolution du syndicat, et les compétences du syndicat sont remises à la communauté. Ça va permettre aussi un peu le toilettage du réseau syndical. Il y a des quantités de syndicats qui n'existent plus que sur le papier. Il y a quelques centaines de syndicats d'électrification du début du
XXe siècle, quand il fallait électrifier les campagnes profondes. On créait un syndicat d'électrification dont le rôle est terminé depuis longtemps, mais on ne l'a jamais supprimé sur le papier. Donc il va y avoir un toilettage, mais surtout une tentative d'intégrer les syndicats aux communautés. Ensuite, troisième strate, les communautés. Les communautés, comme vous le savez, multiples, de communes, d'agglomérations, communautés urbaines, multiples, très diverses dans leur taille. 26% ont moins de 5000 habitants. Quelques-unes sont très petites. Il y a même des communautés de communes qui réunissent 2 communes. Pas beaucoup, mais quand même quelques-unes. D'autres qui réunissent jusqu'à 140 communes. C'est aussi divers du point de vue du nombre des habitants. C'est aussi divers du point de vue des compétences déléguées et des définitions d'intérêt communautaire. Tout ça est un monde récent, complexe, mouvant, et la volonté du président de la République et du gouvernement est d'y mettre de l'ordre. Il faut restructurer l'intercommunalité. C'est la tâche de l'année 2011. Autour d'un certain nombre d'idées simples qui peuvent être appliquées d'une manière extrêmement autoritaire. 1. Les 2000 et quelques communes qui sont membres d'aucune intercommunalité, les petits villages gaulois qui ont résisté jusqu'alors au mouvement d'intercommunalité, seront intégrés de gré ou de force. C'est la fin, l'achèvement de la carte intercommunale. Il n'y aura plus aucune commune en dehors de l'intercommunalité. Vous en avez peut-être dans vos régions où vous en voyez de ces communes qui n'ont pas voulu y aller. C'est souvent des communes riches qui avaient peur d'aller dans l'intercommunalité et d'être obligés par solidarité territoriale de partager leurs richesses. Mais ce n'est pas que des communes riches. Deuxièmement, il n'y aura plus d'enclaves. Les enclaves, c'est quand vous avez une communauté, puis au milieu une commune qui n'a pas voulu y aller, qui forme un trou, ça ne sera plus possible. Troisièmement, il n'y aura plus de discontinuité territoriale. C'est le contraire. Vous avez une communauté, puis une commune qui n'est pas jointive, qui a demandé à faire partie de la communauté, parce qu'elle y trouvait l'intérêt. Là, ça ne sera plus possible. Toutes les communautés seront d'un seul tenant, et sans enclave ni discontinuité territoriale. Cinquièmement, aucune communauté ne pourra avoir moins de 5000 habitants. C'est ce que dit la loi. Quand on examine les schémas départementaux, ce qu'on a fait à la commission, on en a fait de 65, je crois. J'étais hier dans le Vaucluse, qui est l'un des départements considérés comme le plus à feu et à sang, parce que le préfet, un préfet extrêmement autoritaire, a sorti le schéma sans aucune concertation, et un schéma qui fait passer le Vaucluse de 17 communautés à 7 communautés. Rassemblant des gens qui ne veulent pas être ensemble, cassant des solidarités qui se construisent depuis des années et des années dans la douleur souvent, mais qui se construisent. Bref, une vision sortie des statistiques de la préfecture et de la tête du préfet ou de ses services, avec par derrière l'action d'un certain nombre de grands élus de la majorité, quand il faut faire comme ça. Dans les Alpes-Maritimes, M. Estrosi, maire de Nice, ne se cache pas qu'il a fait lui-même le schéma dans le bureau du préfet. Ah. Donc il y a quand même des volontés politiques qui s'expriment par derrière, et des préfets plus ou moins dociles, plus ou moins prêts à appliquer la loi avec rigueur. Il y a des départements, pour être honnête, où des préfets, souvent plus âgés, souvent habitués à rechercher le consensus plutôt que la rupture, ont cherché à faire des schémas qui ne violent pas trop le monde, qui ne provoquent pas trop de vagues, et qui soient l'objet, y compris, de réunions préparatoires informelles que le préfet a organisées avant de sortir le schéma dans la deuxième quinzaine d'avril, de façon à arrondir les angles. On a tout, depuis des préfets un peu sages jusqu'à des préfets furieux. Bon, donc il va falloir voir, département par département, ce que nous faisons maintenant. L'Association nationale des communautés de France
le fait aussi, on les a rencontrés avant-hier, et ils ont fait la liste des départements doux et durs, les plus durs étant précisément le Vaucluse, le Lot, le Pas-de-Calais et quelques-uns.